et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes. Je m'appelle Margot, je suis naturopathe, colibri pour la planète et je serai votre hôte. Convaincue que le savoir, c'est le pouvoir, je vous partage des conversations à deux ou en solo autour de la santé, aussi bien physique que mentale, que de l'écologie. Car ne l'oublions pas, l'un ne va pas sans l'autre. Bonjour Julie et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes. Je suis vraiment ravie de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Bonjour Margot et je te remercie sincèrement pour ton invitation. C'est un plaisir partagé. C'est génial. Ensemble, on va donc parler de santé et plus particulièrement de alimentation émotionnelle. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui. Alors, donc je m'appelle Julie Rojon. Je suis psychopraticienne en thérapie cognitive et comportementale. Je pratique également l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, un petit peu de coaching et de la naturopathie. Et en fait, tous ces outils, je vais les mêler et les utiliser de manière intégrative. Je suis aussi formatrice, je donne une formation sur justement le sujet de l'alimentation émotionnelle qui fait partie de mon histoire de vie. Et j'ai eu la chance d'écrire un livre et d'être publié il y a maintenant 2 ans et demi, un livre qui Génial. s'appelle Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle aux éditions First. Parfait. Très complet. Il y a plein de choses. On va décortiquer un petit peu tout ça. Et du coup, tu viens de nous dire justement que l'alimentation émotionnelle faisait partie de ton histoire. Et est-ce que tu pourrais justement nous raconter cette histoire? Bien sûr. Alors, ce que j'appelle l'alimentation émotionnelle ou pour le coup les troubles du comportement alimentaire, puisque je me suis aperçue justement en écrivant mon livre que j'avais eu des troubles du comportement alimentaire, que j'avais été boulimique. Alors, c'est pas arrivé tout de suite, mais on va dire que j'ai souffert de mon rapport à l'alimentation alors j'ai du mal à le dater, hein, je dirais de mes 12-13 ans hein, Ok. au moment de la puberté, jusqu'à l'aube de mes 30 ans. Et tout ça, ça s'est traduit par au début, c'était, je mangeais peut-être une gaufre de plus au goûter, je mangeais très vite jusqu'à m'en faire mal au ventre sans vraiment me rendre compte de ce qui se passait. Il y avait un certain malaise et ça évoluait donc jusqu'à des troubles alimentaires où j'allais manger des quantités impressionnantes de nourriture et après j'avais des phénomènes compensatoires qui n'étaient pas vomitifs. Donc c'est pour ça aussi que j'ai identifié extrêmement tard que je souffrais de troubles du comportement alimentaire puisque mon mode de compensation, c'était des régimes. Hein. Tous les lundis, j'étais à des régimes qui étaient extrêmement drastiques, une pratique de sport parfois importante et outrancière, et puis la prise de laxatifs pour justement me purger. Ok. Et donc ça a duré très longtemps. Alors j'en ai été assez vite consciente et j'en ai beaucoup parlé à mon entourage, à ma famille. Tout le monde était assez au courant de ce qui se passait, de ce que je vivais. Puis il y a eu mon parcours, il a été en dents de scie. Il y a eu des années où ça allait mieux que d'autres en fonction de mon environnement de vie, de ce que je pouvais rencontrer, faire, etc. Et j'ai vu des thérapeutes, j'ai essayé de me faire aider, mais c'était des suivis qui étaient enclenchés et qui donnaient pas forcément suite, soit l'alliance thérapeutique ne se faisait pas, donc ce que j'avais pas de feeling particulier avec la personne que je voyais ou avec la technique qu'elle utilisait, soit ben en fait j'aimais peut-être bien la personne, mais je désamorçais, peut-être c'était une stratégie d'évitement inconsciente, je ratais un rendez-vous, je n'y allais plus, et puis finalement c'était des suivis qui étaient avortés. Donc je me suis un peu débrouillée toute seule de Ok. lecture, de essayer de comprendre ce qui se passait, beaucoup de discussions avec mon entourage. Et puis, on va dire que ça s'est quand même atténué au fil des années. Et puis, je me suis réorientée en tant que naturopathe. Hein. C'est ma première casquette de réorientation. Et je crois qu'en tant que praticien de santé naturelle, on se réoriente tous, tout d'abord égoïstement pour soi, pour se Complètement. guérir, Ouais. pour se soigner, parce qu'on cherche des réponses. Et puis ensuite, pour pouvoir aider les autres. Et moi, je cherchais une réponse finalement alimentaire. Hein, j'étais toujours dans cette optique de quelle est la meilleure façon de manger pour moi. Peut-être que si je la connais, si je la découvre, alors mes troubles vont s'envoler. Bon, ça n'a pas été exactement le cas, mais j'ai quand même appris plein de choses intéressantes et mon processus de guérison, je dirais qu'il s'est fait vraiment au fil de l'eau, très lentement. Ouais. Et puis un jour, je me suis réveillée, je me suis rendu compte que tout ça, c'était fini.
Ah, génial. Voilà, c'était vraiment, c'était long, c'était fastidieux, ça a été, j'ai peut-être pas assez insisté dessus aussi, hein, c'est énormément de souffrance, Mm. énormément d'incompréhension aussi pour l'entourage, pour des gens qui nous écoutent, qui nous entendent, mais pour autant, ce quotidien, il est incompréhensible pour eux, puisque, il suffirait juste d'arrêter de manger des quantités de nourriture impressionnantes, quand on n'est pas bien. Et en fait, ça, c'est pas possible. Oui. Et tu as tout à fait raison. Du coup, je rebondis parce que pour les personnes qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, notamment l'épisode numéro 3 où je raconte justement mon histoire, où moi j'ai souffert d'anorexie. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison de dire que c'est long et que quand on est dans des TCA, et plus on est victime tôt, entre guillemets, plus ça peut prendre du temps à se débarrasser. Donc oui, ça prend du temps. Et c'est vrai que travailler que sur son assiette, c'est pas non plus la solution. Tu l'as aussi très bien Mhm. dit que tu as été accompagnée et que c'est pas juste revoir son assiette, c'est pourquoi on mange trop, pourquoi on mange pas assez, pourquoi il y a tout un processus derrière un petit peu plus psychologique qui est super intéressant aussi, qui est même essentiel, je dirais, à creuser quand on a des TCA. Exactement, c'est vrai que alors, oui, peut-être que plus on vit ça jeune, plus ça va mettre de temps à se résorber, plus le processus de guérison va être long. Et puis parfois, c'est bien aussi qu'il soit long, même si quand on est dedans, on a envie que ça se passe en un claquement de doigts, mais ça permet que les changements soient durables. Néanmoins, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, il y a davantage de praticiens qui sont formés à ces questions-là, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10, 15 ans, où Mm, l'accès à l'information n'est pas le même. mm, Moi, quand je souffrais de tout ça, c'était le début un peu des réseaux sociaux. On commençait à avoir davantage d'informations, mais j'avais pas accès à toute l'information qui est disponible aujourd'hui. Et peut-être que aujourd'hui, le chemin est différent et que on peut se soigner de manière un petit peu plus rapide avec des praticiens de santé qui vont être avertis, qui vont connaître ces problématiques. Toi, je sais pas si quelle a été, enfin, je pense puisque moi j'ai écouté cet épisode-là, voir quel a été ton chemin avec des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres, etc. Mais j'ai la sensation que quand on est accompagné par des personnes qui ne connaissent pas les sujets de complètement, TCA, c'est beaucoup plus long de s'en sortir. Et c'est normal, on peut pas, en tant que praticien, être spécialisé sur tous les sujets. Mais quand complètement. on va voir quelqu'un qui est spécialisé, qui sait de quoi il parle, la résolution de problème peut être plus rapide. Complètement. Et je pense qu'aujourd'hui, on en parle plus facilement aussi. C'est quelque chose qui était beaucoup moins tabou. Et c'est vrai que moi, j'ai appris aussi dans ma famille qu'il y avait d'autres TCA. Par exemple, voilà, ma tante ou des personnes, voilà, de ma famille, mais qui étaient plus âgées. Et en fait, on n'en parlait pas. Tu vois, Mhm. c'était quelque chose qui était peut-être un peu plus tabou et on n'allait pas forcément voir un psy quand il y avait toutes ces problématiques. Donc aujourd'hui, c'est sûr que on peut se faire aider beaucoup plus facilement. Mais je pense aussi, il y a de plus en plus aussi de personnes qui souffrent de TCA. Parce que Oui. justement, réseaux sociaux, parce que trop d'informations. Et moi, je vois aussi beaucoup en consultation des personnes qui me disent, mais en fait, moi, j'entends tellement tout et son contraire que je ne sais plus quoi manger. Et du coup, il y a potentiellement des crises parce que l'assiette veut tellement être parfaite que bah, des fois, il y a des craquages ou inversement, il y a de l'anorexie parce qu'en fait, je ne sais plus du tout quoi mettre dans mon assiette et il y a peut-être aussi trop d'informations. Bien sûr, je te rejoins complètement. Il y a trop d'informations au sujet de la nutrition. On dit tout et son contraire, et parfois même soi-même, on va répondre à des dogmes qui sont complètement paradoxaux et opposés, et on ne sait plus quoi manger. Et en fait, il y a une perte de bon sens aussi dans l'assiette qui peut conduire à des troubles alimentaires, très justement, comme tu le disais. Et puis, on est en dehors des informations liées à la nutrition, on est dans un monde qui va extrêmement vite, où il y a énormément de stress. On a beaucoup de sollicitations. Et tout ça peut créer un bouillonnement, une tension interne qui va générer des émotions qui sont peut-être très difficiles à appréhender, qui vont nous conduire vers la nourriture. Et puis, hop, c'est aussi la spirale infernale qui peut commencer à ce moment-là. Oui, exactement. Enfin, très souvent, je pense, dans les TCA, c'est vraiment aussi l'entourage et ce qu'on vit, en fait, qui nous fait plonger dedans. Alors, quand on est plus jeune, peut-être sur ce qu'on vit, et quand on est adulte, c'est, on en a peut-être tellement plein la tête qu'on veut se focaliser sur autre chose en se disant, bah, en fait, je veux contrôler peut-être mon assiette et ce que je mange, parce que le monde extérieur va tellement vite que j'arrive justement pas à contrôler tout ce qui se passe derrière et Exactement, et souvent on va dire que les personnes qui ont des troubles alimentaires, qui vivent de l'alimentation émotionnelle, sont pas des personnes qui sont persévérantes, qui sont courageuses, rigoureuses, etc. Alors qu'en fait c'est tout le contraire. ouais, Finalement, l'alimentation est une mesure de contrôle et c'est un moment,
c'est quelque chose qui est pilier. Je contrôle mon poids, enfin, en tout cas, j'essaye de contrôler mon poids, j'y arrive pas toujours, mais mon contrôle est vraiment focalisé, enfin, mon attention est focalisée là-dessus, focalisée sur mon assiette. Et finalement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et c'est une Complètement. façon d'occulter tout ce qui ne va pas dans ma vie. Alors, bien évidemment, pas de culpabilité, hein, tout ça, ça se fait de manière inconsciente. Complètement. Oui, oui, c'est ça. On se rend pas compte de tout ce qui se passe et justement du processus. Sinon, ça serait beaucoup plus facile pour s'en défaire. Mais des fois, il y a des choses qui sont ancrées depuis tellement longtemps que, voilà, ça passe aussi par la nourriture. Je voulais revenir aussi sur une notion parce que toi, tu as associé alimentation émotionnelle et TCA. Pour toi, c'est la même chose. Alors, c'est pas la même chose. On peut souffrir d'un rapport émotionnel à l'alimentation sans pour autant souffrir de troubles du comportement alimentaire. Oui. Les troubles du comportement alimentaire, aujourd'hui, ils sont très bien définis par la médecine allopathique. On a l'anorexie mentale, on a la boulimie, on a l'hyperphagie. Puis là, je vous invite à regarder les définitions hein, si vous voulez approfondir et savoir le pourquoi du comment. Et puis, on peut avoir l'alimentation émotionnelle dans la boulimie ou dans l'hyperphagie. D'ailleurs, je pense que l'alimentation émotionnelle se retrouve toujours dans ces troubles-là, mais on peut souffrir de son rapport émotionnel à l'alimentation sans pour autant avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc je ressens une émotion, puis peut-être qu'on pourra détailler ce que c'est une émotion. Oui. Je ressens une émotion, agréable ou désagréable. Son intensité est difficile pour moi à appréhender. J'en suis pas forcément consciente. Et il y a vraiment quelque chose à l'intérieur qui n'est pas facile à digérer. Et du coup, je vais me diriger vers l'alimentation pour m'anesthésier. Comme je pourrais me diriger vers la cigarette, vers une drogue, etc. Et là, c'est ce qu'on peut appeler des pulsions, des compulsions alimentaires. Mais c'est vrai que c'est une conversation aussi que j'ai eue avec une amie il n'y a pas très longtemps. Je pense que on est énormément de personnes justement à avoir cette alimentation émotionnelle parce que le quotidien est peut-être pas toujours très beau, très rose. On l'a dit que la société va très très vite et du coup, je pense qu'on est un petit peu est-ce qu'on oppose aussi avec l'alimentation intuitive ou quelque chose? Et je pense qu'on est un petit peu coupé justement de cette alimentation et de savoir en fait qu'est-ce qu'on a envie là tout de suite. Est-ce qu'on mange parce que voilà, parce qu'on a envie de manger, parce que c'est l'heure de manger, entre guillemets l'heure, parce que notre corps physique nous dit j'ai faim. Ou c'est vraiment, il y a toujours un peu cette notion aussi émotionnelle quoi dans l'alimentation. Ah, pour moi, il y a toujours cette notion Ouais, émotionnelle et c'est bien normal de manger de façon émotionnelle. C'est c'est ça. quelque chose que j'aurais pu préciser. C'est vrai que je ressens une grande émotion, je suis fatiguée, je suis stressée, j'en ai marre. En fait, j'ai envie de manger du carré de chocolat. C'est de l'alimentation émotionnelle parce que ça me fait du bien, ça va m'anesthésier et c'est une réponse adaptative à mon émotion qui est tout à fait louable. Hein, je peux choisir pour vivre telle ou telle émotion d'avoir recours à l'alimentation. C'est pour moi OK si ça ne génère pas de souffrance derrière. Et il y a forcément une résonance émotionnelle dans nos sociétés occidentales où, en tant que privilégié, on a accès à la nourriture tout le temps et en profusion. On a forcément un rapport émotionnel avec l'alimentation. Et c'est vrai que peut-être la surinformation sur la nutrition, comment manger, etc., nous amène tout le temps à nous dire, mais est-ce que j'ai faim? Est-ce que c'est une faim physiologique? Est-ce que c'est la bonne heure? Est-ce qu'il faut que je mange 3 fois par jour? Et puis là, cet éclair au chocolat, est-ce que j'en ai vraiment envie? Et puis Mhm. l'alimentation est intuitive et émotionnelle. Et finalement, tout ça est tellement externalisé. Du coup, c'est nos cognitions qui vont prendre toute la place, qui vont nous faire douter et qui vont nous couper de nos sensations physiques. Finalement, je sais si j'en ai envie ou pas, puis j'ai le droit de me tromper, de penser que j'en ai envie et de pas en avoir envie, etc. Mais tout est tellement intellectualisé que, in fine, on est complètement perdu. Ouais, c'est complètement ça. Et je pense que c'est très difficile en fait aujourd'hui de pas intellectualiser toute notre alimentation. Et je pense que enfin, l'objectif, entre guillemets, ce serait vraiment de revenir à une alimentation d'enfant ou de bébé parce que eux l'ont vraiment cette alimentation intuitive. On entendait beaucoup quand on était plus jeune, il faut que tu manges, enfin, il faut que tu finisses ton assiette, il faut que tu manges à telle heure, etc. Les enfants, en fait, ils savent parce qu'ils n'ont pas toutes ces informations et ils se disent, en fait, là, tout de suite, j'ai faim. Je pose ma fourchette parce que j'ai plus faim. Et là, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de ci. Donc, je pense que c'est aussi un retour un petit peu à notre âme d'enfant et de se questionner sur tout ça. Alors, je te rejoins sur retrouver l'âme d'enfant, mais en même temps, l'intellect peut être aidant. Là, tu vois, moi, j'ai un petit garçon qui Ouais. a 16 mois et je vois bien que quand même, dans la vie, les pâtes, c'est vachement plus intéressant que les Oui. épinards. Et du coup,
retrouver son âme d'enfant pour effectivement savoir est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, ce dont j'ai envie. Et je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose de quand même intuitif, mais peut-être qu'il y aurait un juste équilibre aussi à trouver entre toutes les connaissances intellectuelles que moi j'ai envie de garder, qui font partie de mon cadre Mm. alimentaire flexible, de ma meilleure façon de manger, et de trouver un juste équilibre entre qu'est-ce qui me va bien en termes de fonctionnement, en termes de santé, en termes de valeur, et en même temps mes sensations physiologiques et ce que je peux ressentir et ce qui peut m'appeler. Et de trouver, hop, mon juste équilibre et un juste curseur entre ces deux éléments. Parce qu'on Oui. peut pas souvent se dire, bah, on peut pas manger des chocs à pic matin, midi et soir. On a quand même besoin de se dire, bah voilà, ma meilleure façon de manger, c'est plutôt ça. Donc, je me balade dans mon cadre alimentaire qui est flexible. Oui. Oui, c'est vrai que des fois, Avec mon âme d'enfant. oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que des fois, les enfants sont plus penchés moins légumes et moins les petites choses. Je n'ai pas encore d'enfant, donc je ferai le test peut-être plus tard. Mais oui, c'est vrai, mais peut-être que, comme tu le dis, ouais, peut-être trouver l'équilibre entre nos connaissances et notre intuition, finalement, ce que notre corps nous demande. Euh, je voulais voir aussi avec toi, parce que tu nous as parlé de plein de choses. Tu nous as parlé de naturopathie, de TCC et de FT. Est-ce que tu pourrais justement un petit peu décrire un petit peu ces termes et savoir ce que c'est toutes ces pratiques? Oui, avec grand plaisir, parce que c'est des pratiques qui me passionnent. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre Oui. dans lequel tu les as énumérées. Alors déjà, les TCC, l'acronyme veut dire thérapie cognitive et comportementale, mais on pourrait ajouter le terme aussi émotionnel. On va étudier, donc c'est des thérapies qui sont attraites à la psychologie, qui sont de plus en plus connues aujourd'hui en France, mais qui sont un peu tues au profit de la psychanalyse, de la psychothérapie au sens classique, où on va verbaliser sa vie, ses problématiques, etc. Sans pour autant, alors ça dépend je veux pas cracher dans la soupe, hein, ça dépend de la pratique des praticiens de santé qu'on va voir, mais sans pour autant être tourné vers la résolution de problèmes. Avec les thérapies cognitives et comportementales, on va étudier la problématique de la personne, ses schémas de fonctionnement, les schémas cognitifs, les schémas émotionnels et les schémas comportementaux. En fait, on apprend à la personne à comprendre son écosystème, la construction de sa personnalité, ce qui se passe dans sa vie, le pourquoi du comment, et on va explorer tous ces champs-là et on va lui permettre de transformer son quotidien. C'est des thérapies qui sont extrêmement documentées scientifiquement, typiquement pour l'alimentation émotionnelle, pour les troubles du comportement alimentaire, pour les cas de dépression, mais voilà, c'est applicable à tous les champs, à toutes les problématiques aujourd'hui mentales. C'est des thérapies qui sont en général dites courtes, avec des psychothérapies classiques, qui marchent aussi, hein, attention. Mm. Je vais peut-être rester, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans avec mon psychologue, peut-être plus si je vais faire une psychanalyse, ça peut durer jusqu'à 10 ans. Alors qu'avec des thérapies cognitives et comportementales, en général, j'y reste 12 séances maximum. Hein, c'est vraiment des thérapies qui sont en général assez courtes puisqu'elles sont tournées vers la résolution de problèmes et elles vont impliquer le patient, le client. Il va devoir être actif. Il y a des tâches à domicile qui sont proposées en interséance pour que la personne puisse se mettre en action. On n'est vraiment pas dans un mode passif du praticien qui va dire au patient quoi faire, ce qu'il a, etc. On est vraiment dans un rapport collaboratif, un rapport d'équipe. Et la personne qui va consulter un praticien en thérapie cognitive et comportementale va être acteur de son changement et de sa guérison. D'accord. Donc Oui, ça, c'est c'est beaucoup pour... plus intéressant. Ouais, on va vraiment en profondeur et on cherche, en fait, c'est le propre mène aussi de la naturopathie, de chercher la cause profonde, mais là, pour le champ, sur tout le champ émotionnel, quoi. Exactement, le champ cognitif, le champ émotionnel et Mm. le champ Oui. comportemental. Et en fait, on va vraiment en profondeur comprendre la façon dont on fonctionne, pourquoi, comment, et si ce schéma me gêne, comment est-ce que je vais pouvoir le changer? Génial. Ok. Et ça fonctionne. Et c'est extrêmement documenté hein, scientifiquement aujourd'hui. Donc, ouais, si ça intéresse les personnes qui nous écoutent, je les invite à faire leurs propres recherches. Il y a énormément de psychologues, de psychopraticiens, de psychiatres aussi, qui sont formés à ces C'est techniques. Et pratique. puis, il y a peut-être, il y a plein de bouquins aussi qui existent sur le sujet, des podcasts qui sont super intéressants. Trop bien. Donc ça, c'est pour les TCC. Mm. Et puis après, on a donc l'EFT. Alors, c'est plein d'acronymes qui ne doivent pas forcément parler aux gens qui nous écoutent. L'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique en anglais, donc technique de libération émotionnelle. Et c'est une technique qui, tout comme le MDR, qui est peut-être un petit peu plus connu, ou l'hypnose, va nous permettre d'aller visiter le champ des émotions.
On va tapoter avec le bout des doigts sur des points d'acupuncture. Donc, ça peut paraître un peu bizarre quand on le fait. Et en même temps, on va verbaliser ce qu'on ressent. Et ces techniques, elles vont permettre vraiment d'évacuer des émotions, soit qu'on ressent aujourd'hui, soit qu'on a ressenti précédemment et qui font écho à certains traumatismes. Donc, vraiment, on va libérer toutes ces émotions pour pouvoir se réinventer et pour alléger son quotidien. Ok. Et ça aussi, tu as des bons retours avec l'EFT? Excellent. Alors, je pense aussi que les personnes qui viennent me voir aiment cette pratique parce Complètement. que je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de pratiques qui fonctionnent. C'est juste que ça dépend du praticien, ça dépend de la façon dont le praticien l'utilise, et puis ça dépend de l'appétence de la personne. Voilà, est-ce que j'aime le FT, est-ce que je préfère le MDR? Il faut aller voir ce qui nous intéresse. Donc voilà, mon biais est forcément biaisé puisque les gens qui viennent me voir Oui. savent que j'utilise cet outil, et les résultats sont à chaque fois, je trouve, bluffants. Oui. Donc Et oui, ça, oui, c'est ça marche très bien. ouais, c'est intéressant aussi que tu dises ça, c'est que le thérapeute fait beaucoup aussi dans la résolution de notre problématique. Donc, il faut déjà qu'il y ait un bon feeling et la technique aussi, parce que ce qui va marcher pour Exactement. l'un va pas forcément marcher pour l'autre, suivant notre histoire de vie et voilà nos ressentis. Donc oui, oui, bien choisir aussi la personne qui nous accompagne et les techniques qu'elle utilise aussi. Et je pense qu'il faut quand même y croire un minimum, quoi, quand on va voir quelque chose et qu'on met en place des choses avec cette volonté de se dire, OK, là, je suis acteur de ma santé et je vais mettre les choses en place derrière, après ma séance. Tout à fait, et c'est ce que du coup on va appeler l'alliance thérapeutique. C'est est-ce que j'aime enfin j'aime, est-ce que j'apprécie du coup le praticien, est-ce que j'ai un bon feeling, est-ce que je Ouais, lui fais confiance, est-ce que je fais confiance en sa pratique, est-ce que j'aime sa posture? Si c'est pas le cas, ben en fait changer, c'est pas grave. Et ça veut pas dire que cette personne n'est pas compétente, c'est juste c'est pas la bonne personne pour moi. Et idem pour les techniques, si je me rends compte qu'il y a une technique qui me parle pas, soit j'en fais part à mon praticien, soit bah, si c'est sa technique principale, eh bien je lui demande qui est-ce que je pourrais aller voir qui aurait une autre technique qui est tout aussi louable. Et ça, c'est extrêmement important dans le chemin de de guérison, guérison. dans le chemin Ouais, de soins. complètement. Yes. Donc en fait, toi, tu utilises toute cette technique pour travailler justement sur le rapport un petit peu à l'alimentation et l'alimentation émotionnelle qu'on pourrait avoir. Complètement. En fait, ma colonne vertébrale, ma pratique, c'est les TCC. Ok. C'est vraiment la façon dont j'aime décortiquer, travailler. Et puis pour l'émotionnel, je vais utiliser l'EFT si la personne aime bien l'EFT. Si elle n'aime pas Ouais. l'EFT, il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser. Et puis je vais utiliser aussi la naturopathie que tu as évoquée. Alors je vais pas réexpliquer ici ce que c'est la naturopathie, parce que tu en as déjà parlé en long, en large et en travers. Mais je pars du principe qu'on ne peut pas aller bien dans sa tête si on va pas bien dans son ventre. Si on va pas bien dans son corps, c'est ce qu'on appelle l'entéropsychologie, c'est ce qu'on commence à appeler la psychonutrition. Il y a pas mal Ouais. de recherches en France qui commencent à être faites sur ce sujet-là. Il y a notamment Guillaume Font, qui est un psychiatre, il me semble, qui est dans le sud de la France, qui en parle beaucoup. Et donc, je peux utiliser la naturopathie pour, pourquoi pas, amener des changements alimentaires, pour rééquilibrer le microbiote. Est-ce qu'il y a certains déficits en micronutriments qui semblent être intéressants d'aller travailler? Parce que si je vais pas bien dans mon ventre, je peux pas aller bien dans ma tête et je peux pas aller bien dans mes émotions. On sait aujourd'hui que au niveau du ventre enfin au niveau de nos intestins sont créés beaucoup de neurotransmetteurs qui sont les Complètement. messagers chimiques qui vont nous permettre de stabiliser notre humeur. Si j'ai une mauvaise production de ces messagers chimiques, s'il y a quelque chose dans mon écosystème qui est déséquilibré, alors ça va être difficile de trouver une stabilité émotionnelle. Donc pour moi, c'est vraiment important de pouvoir utiliser tous ces outils et de considérer l'humain dans sa globalité, puisque tout est forcément interconnecté. Complètement. Et c'est vrai que la naturopathie, on travaille vraiment aussi sur l'hygiène de vie de la personne, parce que même quand on va pas forcément très bien, un rapport à l'alimentation n'est pas toujours génial, bah, rien que le fait de se mettre en mouvement. Alors, je dis pas d'aller faire du sport 15 fois par jour, mais le mouvement, ça fait aussi beaucoup de bien à la tête. Et puis, on Bien peut aussi sûr. utiliser les fleurs de bac. Je sais pas si tu utilises, mais moi, c'est aussi un petit peu mon dada. J'adore utiliser fleurs de bac, mais en soutien aussi, c'est absolument formidable comme outil en Oui. naturopathie. Alors moi, les fleurs de bac, je connais pas très bien. Du coup, à part Ok. le rescue, tu vois, je propose pas beaucoup les fleurs de bac parce que je m'y connais pas assez. C'est vrai que moi, les techniques de libération émotionnelle, de gestion des émotions, enfin, j'aime pas ce terme d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je le dis? Gestion des émotions, c'est plutôt D'accueil. d'appréhension, Ouais, d'accueil de mes émotions. Et puis, qu'est-ce que j'en fais? Je ouais, vais le travailler avec des billets qui sont différents. ok. Oui, donc pour les personnes qui nous écoutent, les fleurs de bac,
c'est des élixirs floraux en fait qui permettent de travailler exclusivement sur les émotions. Et c'est vrai que en fait, ça peut ne pas, ça peut faire que du bien. Ça transforme vraiment l'émotion qui est un petit peu négative en émotion positive. Je donne un exemple, par exemple, ma fleur à moi. Typiquement, c'est vraiment celle sur les ruminations, sur les cogitations. Je suis quelqu'un de très cérébral. Et il y a une petite fleur qui s'appelle White Chestnut, le marronnier blanc, qui permet justement de réduire un petit peu ces cogitations. Et c'est vrai que dans l'accompagnement, justement, quand on a un déséquilibre avec l'alimentation, c'est sûr que ça peut aussi aider. Voilà. Bien sûr, et du coup, quand il y a un déséquilibre avec l'alimentation, on va forcément visiter l'émotionnel. Complètement. Et du coup, tu nous en parlais tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'une émotion et qu'est-ce qu'on peut justement ressentir face à cette alimentation? Alors, c'est une super question parce qu'en fait, les émotions, c'est très très à la mode depuis. Alors, moi, j'entends parler, je dirais depuis 5 6 ans. J'ai l'impression que c'est vraiment sur le devant de la scène. Et pour autant, j'entends pas forcément beaucoup de personnes expliquer ce que c'est qu'une émotion et quel est le principe physiologique. Alors, déjà, les émotions, elles sont communes à tous les êtres humains. Peu importe qu'on soit né en France, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, connecté au monde moderne qu'on connaît aujourd'hui ou pas, tous les êtres humains ont les mêmes émotions primaires. On a après d'autres émotions qui peuvent diverger en fonction de la culture, de la façon dont on a été éduqué, mais tous les êtres humains ressentent des émotions comme le royaume animal. Et Ok. les émotions, aujourd'hui, on les a vraiment mises de côté au profit, justement, tu parlais, je suis très cérébrale, de nos capacités intellectuelles et de nos cognitions. Et on va penser, on va surintellectualiser et on a oublié nos émotions, alors que nos émotions sont un réel GPS de vie. Ce qui a permis à l'être humain de se développer et de rester en vie, ce sont les émotions. Ce ne sont pas les capacités, enfin, ce ne sont pas uniquement les capacités de réflexion. Si je suis face à un danger, alors je vais prendre un danger de notre vie occidentale, je suis en voiture, il y a quelqu'un je vois qu'il y a une voiture sur ma droite qui grille le stop. Je vais ressentir de la peur. Je vais peut-être faire comme ça, mon souffle va être coupé. Alors moi, quand je ressens ça, j'ai un peu comme du fluide glacial qui traverse mon corps. Et je me dis pas, il y a une voiture à droite qui est en train de griller le stop, il faudrait que j'appuie sur la pédale de frein. Non, je ressens une décharge dans mon corps qui est une émotion. J'appuie sur la pédale de frein de ma voiture et finalement, je me sauve d'un danger qui est imminent. Donc, au niveau du développement de la survie de l'humain, ce sont nos émotions qui constituent notre réel GPS de vie. Alors là, j'ai pris un exemple qui est un exemple hyper rapide puisqu'on est dans la gestion d'un danger. Il y a quelqu'un qui me court après, voilà, action, réaction, je vais ressentir, donc je vais agir. C'est pas le cas tous les jours, hein, on n'est pas dans des situations de danger tous les jours. Mes émotions, elles peuvent aussi avoir un processus un petit peu plus long. Alors, je rentre pas dans le processus physiologique, c'est un peu fastidieux. Vous pouvez regarder il y a plein d'informations sur Internet. Moi, j'en parle dans mon livre, etc. Mais une émotion qui va être un petit peu plus longue, mon cerveau voit, perçoit, touche, je sens, je goûte. J'espère que j'ai oublié aucun sens. Une information qui est à l'extérieur, ou alors, tu parlais tout à l'heure de rumination, je suis dans mes ruminations mentales en train de repenser à ce qui s'est passé hier, ou du futur entretien que je vais avoir avec mon chef, etc. Puis je suis en scénario catastrophe. Mon cerveau fait pas la différence entre la vraie vie et puis mes projections mentales, ce que je me passe comme film dans la tête. Une information est captée dans un de ces champs-là, va être analysée par une partie de mon cerveau qui s'appelle le cerveau limbique, qui est le siège de mes émotions. Ces informations qui sont captées vont être comparées avec ce que j'ai déjà vécu. Est-ce que cette situation fait appel à une situation analogue que j'aurais déjà vécue ou est-ce que le danger qui en émane serait analogue avec quelque chose que j'aurais déjà vécu? Donc on va dans une espèce de grande salle d'archives, comparer, voir si la situation que je suis en train de vivre ne ferait pas écho à quelque chose que j'ai déjà vécu. Si c'est le cas, l'intensité émotionnelle va peut-être être plus élevée ou va être différente. C'est un peu, on nous ressort du coup la pile d'archives qui n'a pas forcément été traitée. Alors qu'on aurait pu vivre juste un dossier. Donc, toute cette analyse est faite et ensuite, donc ça se fait en un quart de seconde, hein, et ensuite, je vais ressentir une émotion. C'est comme ça que je sais que je ressens une émotion. Mon émotion se traduit par un ressenti physique. J'ai la gorge qui serre, j'ai le ventre noué, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui palpite. Voilà, il se passe quelque chose au niveau de mon corps qui me fait dire que je ressens une émotion. Et nous, en tant qu'occidentaux, bah, je ressens quelque chose, je le mets sous le tapis.
je n'identifie pas forcément que c'est une émotion, mais cette émotion, elle a quelque chose à me dire. Toutes les émotions sont là, sont du coup positives, elles sont agréables ou désagréables, mais elles sont toutes positives puisqu'elles ont un message à me délivrer. Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion et qu'est-ce que cette émotion m'amène à faire? Et tout ça, c'est un processus qui est un processus d'apprentissage puisqu'on ne l'a pas forcément appris, mais chaque émotion nous appelle à faire quelque chose. Si je ressens de la colère, c'est qu'une de mes limites a été franchie par quelqu'un d'autre ou par moi-même et m'amène à prendre une décision, à réagir. Si je ressens de la tristesse, elle invite par exemple au repli sur soi. Ouais. Donc chaque émotion va nous amener à prendre une décision. Si je la mets sous le tapis parce que je ne sais pas quoi en faire et que je vais manger pour m'anesthésier parce que j'arrive pas à appréhender cette émotion, eh bien en fait elle va revenir puisque son message n'a pas été entendu. Et ça, c'est super intéressant ce que tu dis aussi, parce que il y a un terme, et je pense que tu l'as aussi dit, on parle beaucoup aussi de gestion de ces émotions. Or, on ne gère pas ces émotions. En fait, elles sont légitimes, et comme tu le dis très bien, en fait, elles nous apportent quelque chose. Donc, on les gère pas. L'idée, c'est pas de les enfuir sous le tapis. Ok, je veux gérer mon stress et plus ressentir de stress, mais c'est vraiment de se poser la question de, ok, moi, ce que j'aime bien dire, c'est quand il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, mais je suis stressée, etc. Ok, quel est le danger? Parce que quand tu es en stress, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en face qui pose problème, en fait. Quel est le réel danger? Et après, on va chercher vraiment la cause de le danger profond, justement, pour après éradiquer. Bah, j'ai peur parce que j'ai peur que l'autre, il me regarde, le regard de l'autre, etc. Donc, l'émotion est complètement légitime et c'est super important, justement, d'avoir des émotions et de ressentir ces émotions. Et comme tu l'as très bien dit, tout le monde a des émotions et tout le monde ressent des choses. Et voilà, juste l'objectif, c'est de savoir les interpréter finalement. Exactement, et c'est d'y prêter attention. C'est vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Comment est-ce que ça se déclenche? Quelle est l'émotion? Et ça s'apprend aussi de pouvoir verbaliser ce que je ressens, donc d'apprendre un lexique émotionnel. Ok, bah là, alors je prends quelque chose de hyper global, mais je suis triste. Ok, je suis triste. Je suis triste de ceci, cela. Je suis triste parce que je suis triste de la réaction de mon conjoint et je suis triste parce que je me suis pas sentie aimée. Donc on précise vraiment, on déroule tout ce qui se passe et qu'est-ce que cette tristesse, elle m'amène à faire? Quel est son message et quelle est l'action qu'elle m'invite, qu'elle m'amène à prendre? Et après, s'il y a des émotions, là tu parlais du stress. Effectivement, le stress, pour moi, c'est un des chevals de bataille de l'alimentation émotionnelle. C'est ce qui revient souvent dans le palmarès de qu'est-ce qui me provoque des envies, des pulsions alimentaires. Le stress va également nous donner beaucoup d'indicateurs sur notre façon de fonctionner, sur notre façon d'appréhender le monde, de l'interpréter. Et là, il y a plein de choses aussi intéressantes à Ouais. faire. Ok, ouais, c'est sûr. Et du coup, finalement, quand on dit comment reconnaître l'alimentation émotionnelle, c'est vraiment aussi de se reconnecter à ses émotions, tout simplement. Exact, exactement. Mais ce qui est difficile à faire on va dire dans un temps 1, peut-être que pour se dire, pour comprendre qu'on souffre de l'alimentation émotionnelle, c'est déjà, est-ce qu'il y a ce terme souffrance? Est-ce que ça me génère Mm. du mal-être? Est-ce que ça me génère de la culpabilité, de la honte? Ou au contraire, est-ce que c'est un non-sujet pour moi? Parce qu'encore une fois, manger de façon émotionnelle peut être, j'ai pas de problème de santé, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma vie, voilà, il y a aucun problème à manger de façon émotionnelle, mais est-ce que ça me génère de la souffrance et qu'est-ce qui se passe? Et pouvoir identifier, pouvoir contextualiser, par exemple, la dernière fois où ça m'est arrivé. Ah ben, je rentrais du travail, je me sentais comme ci, comme ça, il s'était passé ça dans ma journée, et puis j'ai fait ci, j'ai fait ça. On va vraiment zoomer sur une situation pour comprendre ce qui se passe. Et là, en général, on va comprendre que ce sont nos émotions qui sont à l'œuvre. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Là, on parle comme si c'était facile de ressentir ces émotions. Il y a des personnes pour qui c'est compliqué, qui ont ce qu'on appelle un déficit interoceptif, un déficit d'interoception. Donc, c'est un déficit de connexion à ces sensations internes. Donc, peut-être que je ressens des choses, mais je vais avoir du mal à le verbaliser, je vais avoir du mal à comprendre ce qui se passe. Et pas d'inquiétude, c'est normal. C'est juste le canal de communication qui est un petit peu embrouillé. Et Ça ça s'apprend, hein. Mais exactement, ça s'apprend, hein. Là, on en parle assez facilement parce que nous, justement, on a vécu ça et on a fait tout le travail depuis, quoi.
Mais c'est sûr que s'interroger sur ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent et faire tout le travail, ça peut prendre du temps, quoi. Et c'est OK, chacun prend le temps Chacun a qu'il lui son faut. rythme, Ouais. exactement. Il y a quand même 20% de la population qui est dite alexithymique. Ça veut dire que je suis coupée de mes sensations corporelles, Ah ouais. enfin coupée de mes émotions. Donc tout ça, ça se réapprend aussi parce que pour une personne qui est face, qui nous écoute et qui dit mais moi je sais pas ce que je ressens, et ben en fait elle n'est pas toute seule et tout ça, ça s'apprend. Hop, on peut rénover le canal de communication et apprendre petit à petit à se reconnecter avec ses sensations physiques qui vont émotionnelles d'ailleurs, comme les sensations physiques de la faim, du rassasiement, etc. Et tout ça, ça peut s'apprendre. Et effectivement, c'est une clé quand on parle d'alimentation émotionnelle. Ouais, génial. Est-ce que tu aurais justement des conseils à mettre en place justement pour des personnes qui en souffrent de cette alimentation émotionnelle et pour qui ça leur pèse? Oui, alors déjà, mon premier conseil, c'est que s'il y a énormément de souffrance et qu'elles ont déjà essayé pas mal de choses toutes seules, ne pas hésiter à se faire suivre. C'est intéressant d'aller glaner des informations, d'aller essayer des choses enfin des conseils qu'on va nous donner. Là, et je peux en donner, mais ces conseils-là, ils vont pas forcément être vertueux ou en Personnalisé. tout cas personnalisés. Et ça, c'est extrêmement important. Mm. Il n'existe pas aujourd'hui de procédé pour se sortir, enfin, il existe quand même des pistes, il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais on gagnera beaucoup de temps à être accompagné par quelqu'un qui est qualifié. Donc, Oui, si c'est possible, après, si c'est pas possible, et puis ça dépend du degré de souffrance aussi, complètement. effectivement, ça peut être intéressant d'appliquer des conseils. Alors, Mais moi, c'est sûr que, petite parenthèse, c'est sûr que l'alimentation, en fait, et c'est ça aussi un petit peu mon cheval de bataille, c'est que c'est individualisé, en fait. Il faut arrêter Exactement. de penser qu'il y a une alimentation parfaite qui est faite pour tout le monde. On est tous uniques, on est tous différents, et du coup, on a des besoins différents, et c'est ultra important, en fait, de se reconnecter à ça, quoi. On a des besoins et des envies aussi qui sont différentes parce que c'est vrai que quand on parle d'alimentation aujourd'hui, on est vachement dans le besoin, dans la santé et tout. Mais l'alimentation, c'est avant tout une source de plaisir énorme. Ouais, Quand on peut y avoir accès, et effectivement, je te rejoins, c'est quelle est ma meilleure façon de manger. c'est ça. Donc ça d'ailleurs, ça peut être un élément qui est intéressant de travailler, d'approfondir, de chercher. Euh, Comment est-ce que mon alimentation, je peux la mettre au service de mes émotions Mm. et d'une certaine stabilité émotionnelle dans ma journée? Alors moi, souvent, je parle d'un petit déjeuner qui va être plus protéiné et salé pour pas toucher à la glycémie et pour avoir une stabilité au niveau émotionnel qui dure toute la journée. On évite ces processus de craving, d'envie de manger parce que mon taux de sucre dans le sang descend trop drastiquement. Donc moi, c'est un conseil que je donnerais de s'observer, de voir ce qui me va, ce qui ne va pas. D'ailleurs, le conseil que je donne, il a sur ce type de petit déjeuner-là, il n'est pas forcément adapté à chaque personne. Donc, de voir ce qui est le mieux pour nous et comment est-ce que mon alimentation peut soutenir mon humeur. Ouais, Donc ça peut être intéressant, mais si c'est possible, si on parle de vraiment troubles du comportement alimentaire poussé, bah, toucher à l'assiette, concrètement, c'est pas possible et ça fera peut-être plus de dégâts. complètement. Voilà, donc chacun, vraiment, tous ces conseils-là, ils sont pas à prendre au pied de la lettre, mais chacun voit midi à sa porte. Donc ça pourrait être intéressant. S'il y a des troubles aussi au niveau intestinaux, ça peut être intéressant d'aller les travailler avec quelqu'un qui va être spécialisé, puisque comme on l'évoquait, puis on en parle souvent en naturopathie, si j'ai un déséquilibre au niveau intestinal, ça peut engendrer un déséquilibre au niveau psycho-émotionnel. Et d'ailleurs, je rebondis aussi dessus, je m'éloigne un peu de ta question. Mais il se peut que quand il y a de l'alimentation émotionnelle à outrance, quand il y a des troubles du comportement alimentaire, sans le vouloir, je vais déséquilibrer mon corps, je vais peut-être Mm, mm. l'abîmer et pas de culpabilité à avoir, hein. Ça a été mon cas, c'est le cas de beaucoup de personnes Ça a été et mon c'est cas. bien normal. Voilà. On fait du mieux qu'on peut, le corps est extrêmement résilient, mais du coup Mm, ça peut être intéressant d'aller le soutenir pour aller soutenir son parcours, voilà, son parcours de guérison. Et là on peut complètement. trouver aussi plein d'informations intéressantes sur le microbiote. Il y a plein de parutions et plein de livres qui sont totalement digestes pour le grand public. Oui, Et puis après pour moi, le fer de lance, la pierre angulaire, effectivement, ça va être les émotions. De se concentrer, de prendre 5 minutes. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quelle est l'émotion qui me traverse? Alors, ça peut être par exemple de le faire 3 fois par jour, de mettre un timer sur son téléphone et de s'arrêter 3 fois par jour, juste pour apprendre à me sonder. Parce que ça, c'est vraiment un chemin qui s'apprend, qui va devenir ensuite intuitif. Ok, je ressens ça. Qu'est-ce qu'elle m'appelle à faire cette émotion? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et avec du coup, là, on va amener la réflexion au service de l'émotion. Quelle est la réponse qui pourrait être la plus adaptée?
Même si j'arrive pas à la mettre en place, c'est déjà super de pouvoir en prendre conscience. Et après, il y a peut-être autre chose aussi. Là, on a parlé du physiologique, du monde des émotions, mais il y a aussi le monde des pensées. Finalement, nos pensées peuvent déclencher, comme on le disait tout à l'heure, des émotions. Quel est le rôle de mes pensées dans mon comportement alimentaire? Et ça peut être intéressant de commencer à identifier ces pensées qui sont des pensées en général automatiques. Là, on est en train d'avoir une conversation, on fait appel à notre conscient, tu m'écoutes, je t'écoute, on se répond, on construit notre discours au fur et à mesure. On a l'inconscient qu'on connaît bien, dont on parle beaucoup, on peut y accéder en état de conscience modifié. Puis entre les deux, on a ce qu'on appelle le subconscient, qui est le monde des pensées automatiques. Sans rentrer dans le détail, c'est des pensées qui, hop, pop-up comme ça dans notre tête, sans qu'on les appelle, sans qu'on les Sans sollicite. qu'on ne demande rien. Et c'est ça. Et ces pensées, eh ben, elles sont super envahissantes. Elles nous amènent beaucoup de ruminations dont on n'est pas forcément conscient sur le moment. Elles sont là, on les écoute, mais il faut faire un effort pour pouvoir les identifier. Et ça peut être intéressant aussi de commencer à identifier ces pensées automatiques, sachant que nous, les êtres humains, on en est parfois bombardés. Et quand on commence à découvrir ce champ-là, on se dit, mais en fait, je suis complètement folle, il y a 10 personnages dans ma tête, c'est pas de panique, c'est normal, c'est l'adage de la plupart des êtres humains qui sont déconnectés du présent et de la pleine présence, comme on le vit aujourd'hui dans nos sociétés. Donc ça pourrait être une mesure aussi intéressante de se dire, bah, j'ai mon corps, j'ai mon assiette, j'ai mon corps, j'ai mes émotions et puis j'ai mes pensées. De commencer à mettre un peu les cartes sur table et de faire un état des lieux. Ça peut permettre déjà de se distancier, de comprendre ce qui se passe et du coup d'entamer un chemin comportemental qui va être différent. Ouais, complètement. Et c'est vrai que du coup, j'ai plusieurs choses pour rebondir par rapport à ça. Euh, Moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est d'avoir un carnet des émotions, en fait, à ce moment-là, où bah, je notais ce que je mangeais, l'émotion que j'avais ressentie. Si, en général, quand moi, dans mon cas de l'anorexie, il y avait beaucoup de culpabilité, j'aurais pas dû manger ça, etc. Comprendre, en fait, pourquoi j'ai ressenti la culpabilité et qu'est-ce que ça me... Et après, j'essayais aussi d'être connectée à mon corps physique en disant, mais est-ce que là, par exemple, moi j'avais beaucoup peur aussi d'avoir mal au ventre après des repas un peu plus sucrés, un peu plus gras, etc. Est-ce que j'ai vraiment mal quelque part ou est-ce que c'est pas justement le fait de me dire je stresse, etc. où j'ai vraiment mal? Est-ce que j'ai vraiment le ventre qui a gonflé fois 3 ou c'est juste émotionnel dans ma tête où je visualise? Donc je pense que ça peut aussi beaucoup aider d'avoir ce petit carnet en se disant, OK, pendant une semaine, ou même quand vous en avez envie, quand vous mangez un repas, en me disant, OK, émotionnellement, comment je me ressens? Et même le fait de le noter. Et je pense que ça aussi, comment dire, ça nous sépare un petit peu aussi de nos émotions. On n'est pas nos émotions, en fait. À cet instant-là, quand j'ai mangé cette assiette, j'ai ressenti telle émotion. Mais cette émotion ne fait pas partie de moi. Je ne suis pas culpabilité, je ne suis pas tristesse. Et ça aussi, je pense que c'est important de faire la distinction entre tout ça. Et la chose aussi sur laquelle je voulais rebondir, c'est l'instant présent. Parce qu'on est souvent aussi dans alors j'ai pensé qu'il y a 3 jours, etc. Ou quand j'étais plus tard, ou voilà. Mais il y a aussi l'instant présent et je pense que c'est une des clés de se débarrasser peut-être un peu de tout ça, de se concentrer juste là maintenant. Stop, passé, futur. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma super assiette, j'ai faim, j'ai envie de manger et c'est complètement OK justement de d'avoir envie de manger et c'est pas forcément que émotion, mais c'est juste physiologique aussi, on a faim et c'est bien à prendre en place. Complètement. Et je rebondis, c'est une super suggestion que tu fais, ce travail d'introspection par écrit. Ouais, Quand on va juste penser, on va pas jusqu'au bout ouais, forcément de notre déroulé intellectuel. On va pas forcément au bout des choses. Et c'est super de pouvoir se dire, je fais un travail ouais, d'introspection par écrit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens, etc. Et je fais vraiment un arrêt sur image qui va me permettre de décortiquer mes comportements et ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment très chouette. Et pour des personnes qui n'y arrivent pas et qui sont pas forcément, qui aiment pas passer par l'écrit, ça peut être aussi de s'auto-enregistrer et faire des messages vocaux, complètement. hein, de passer par l'expression orale, Mm, mais de pas rester juste dans sa tête. exactement. Et c'est vraiment, je peux que voilà, appuyer cette suggestion qui est super. Et puis après, tu as dit, mais et c'était extrêmement pertinent, je suis pas que mes émotions. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, ah bah telle personne, elle est colérique, telle personne, elle est mélancolique. En fait, non.
ce n'est pas son tempérament, ce sont juste des émotions qui la traversent à un instant T. Ouais. Et si elle est souvent traversée par de l'énervement, de la colère ou bien de la tristesse, c'est que tout ça est une origine. Et si on va travailler sur l'origine, eh bien après, on sera traversé peut-être moins par de la colère, moins par de la tristesse, et plus par un panel d'émotions beaucoup plus large et beaucoup plus représentatif de tous les êtres humains. Donc, Complètement. ouais, vraiment, c'est très chouette que tu puisses le dire. Nous ne sommes pas nos émotions, nous sommes traversés par des émotions qui nous donnent des indications. Voilà. Et puis après, tu parlais de l'ici et le maintenant. Et effectivement, quand il y a de l'alimentation émotionnelle et des troubles du comportement alimentaire où il va y avoir des pulsions, il y a un moment donné où il y a une dissociation qui est ponctuelle. Un phénomène de dissociation ponctuelle, moi j'entends souvent, très souvent en consultation, à ce moment-là, c'est un peu, il y a quelque chose qui s'empare de moi, je me vois Mm. faire comme si j'étais au-dessus, et pour autant je ne suis plus maître de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de perdre mon agentivité, donc c'est ma capacité à être en action, à être maître de ce que je suis en train de faire. Donc on pourrait presque dire à ce moment-là, au niveau psychologique, qu'il y a comme une dissociation ponctuelle. Si je vais tout au long de ma journée, pas sur ce moment-là, hein. Clairement, quand on est dans cette tempête émotionnelle, on peut pas se dire, ah, je suis en phénomène de dissociation, pleine plaisance, je vais revenir ici, Je je vais vais aller me revenir dans taper mon une petite corps. marche, etc. Non, en fait, ça, voilà, pas d'illusion, ça ne fonctionne pas, donc pas de culpabilité. C'est plus au fil de l'eau, quelle méthode je vais pouvoir utiliser pour être ici et maintenant et pas partir dans mes pensées, pas être accablée par mes émotions. Juste, voilà, je reviens là. Et on n'est pas obligé de méditer 30 minutes par jour sur un zafou. Il y a plein de techniques qui prennent 30 secondes qui permettent justement d'être plus ancré Oui, et de pas avoir des phénomènes de dissociation ponctuels. oui, ouais, complètement. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, la respiration, ça m'aide beaucoup. Et Super. d'avoir une main sur le ventre et de voir qu'il bouge. Et limite, je me visualise un petit peu le chemin de l'air. Et tu vois, ça me reconcentre vraiment sur moi. J'arrête et ça peut durer 1 minute comme 5, 10, hein, peu importe le temps dont j'ai besoin à l'instant T. Et juste, on arrête et on se dit, OK, je suis là. Et tout Oui, va ça très c'est bien. génial. Ouais, En fait, il y a plein de possibilités, plein de techniques qui existent et c'est comme la meilleure façon, chacun doit trouver sa meilleure façon de manger, qui change d'ailleurs au fil de l'eau, au fil du temps. Chacun a la possibilité de trouver ce qui nous ramène ici. ouais, complètement. Et un conseil ou en tout cas une technique que je recommande moi souvent en séance et qui là pourrait peut-être aider des personnes, c'est de cultiver son ancrage en décrivant ce qu'il y a autour de soi Complètement. à l'oral. Bah là en fait, il est 11 heures, je suis dans mon bureau, les murs sont blancs, je vois un écran qui est noir, je suis en train de parler avec Margot, je suis assise sur un siège. Enfin, voilà, de décrire à haute voix ce qui est en train de se passer Ouais, ça va forcément nous ramener dans l'ici et le maintenant et c'est une technique qui prend 30 secondes et ouais, que j'invite à tester 3 fois par jour. Elle peut vraiment changer la donne. complètement. Ou la technique, comme on avait parlé, de trouver 5 objets avec une certaine couleur. Je suis Super. là et 5 objets verts. OK. Alors j'ai mes assiettes, et ça aussi, OK, on prend possession en fait du lieu et de l'endroit où on est en fait. Et ça aide aussi beaucoup. Donc finalement, vous avez plein de techniques. Exactement, il y a plein Donc, de choses qui existent, comme il y a plein de techniques d'accompagnement qui existent. Il s'agit de trouver ce qui est adapté pour nous aujourd'hui et maintenant, sachant que ça peut changer dans une semaine, dans un mois, et ouais. c'est normal. Hein, quand on trouve une technique, c'est pas une technique miracle que je vais utiliser tous les jours de ma vie parce que sinon ce serait trop facile. Mm. Hein, nous, en tant qu'être humain, on s'ennuie. Donc voilà, tout ça et la vie, c'est du mouvement, mais qu'est-ce qui, moi, me correspond et me fait plaisir? Ouais, complètement. Et du coup, pour faire un petit peu le bilan de ce podcast, de dire que en fait c'est OK et on vit tous de l'alimentation émotionnelle et c'est pas pour autant qu'on a des troubles du comportement alimentaire. Et petite parenthèse aussi sur les personnes qui ont vécu des troubles du comportement alimentaire, c'est pas parce que un moment vous mangez du chocolat parce que émotionnellement vous vous sentez un petit peu débordé que vous replongez dedans. Et ça aussi, ça a été je sais pas si ça a été ton cas, mais moi ça a été un gros travail de me dire à chaque fois que soit j'avais pas faim, j'avais l'estomac un peu noué, ou au contraire, j'étais stressée, que j'avais envie de manger un peu plus sucré que d'habitude. C'est pas, vous allez pas replonger en fait. Et tout le monde vit de l'alimentation émotionnelle. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, le plus important, c'est de voir si ça nous fait souffrir et dans quel état émotionnel on se trouve. Moi, quand je suis dans cet état, ce qui m'arrive encore aujourd'hui, hein, je le dis haut et fort, il faut savoir, ok, c'est émotionnel.
voilà, c'est passager. Cet instant-là, ça me fait du bien de manger ce chocolat et c'est pas grave, en fait. Demain, ça Et, ira mieux. et c'est une réponse émotionnelle qui est adaptée. Je Voilà. suis triste, je vais pas bien, je suis fatiguée, je mange du chocolat, ça me fait du bien. Où En est le fait, c'est mal? OK. C'est Voilà, une c'est ça. réponse qui est adaptée. Ouais. À partir du moment où ça ne me génère pas de souffrance et que derrière, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de honte, etc. Et ça, c'est vraiment à dissocier des risques de rechute. Et peut-être Ouais, un travail qu'on fait souvent en fin de thérapie, c'est pouvoir identifier les rechutes. C'est extrêmement rassurant. complètement. Ok, donc si j'ai une rechute, bah, potentiellement, je dis n'importe quoi, hein. Ça dure plus d'une semaine, ça se qualifie comme ci, comme ça, voilà les symptômes, etc. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour y remédier? Ça arrive d'avoir des épisodes dans notre vie où on va retomber dans des anciens carcans. Ça ne veut pas dire qu'on retombe dans la maladie. On a de Complètement. toute façon les ressources pour pouvoir s'en sortir. Et les ressources, ça peut être aussi d'appeler mon thérapeute pour avoir juste une séance ponctuelle parce qu'il y a quand même un truc, finalement, qu'on a oublié d'aller visiter. Ouais, complètement. Et c'est vrai que moi, par expérience aussi, je visualisais beaucoup en fait ma maladie et pour moi, c'était des petits monstres en fait qui montaient sur mon épaule et qui me disaient justement, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, etc. Et aujourd'hui, en fait, je les vois arriver quand ils arrivent parce que c'est quand même très très rare, mais ça n'empêche que avant, quand j'étais un petit peu dans la période où je me sortais de tout ça, je les voyais arriver. Et là, en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit quand je les accompagnais aussi en disant, Ouh là là, mais je suis en train de repartir. Non. Aujourd'hui, en fait, j'ai toutes les armes pour justement plus les faire monter le long de mon épaule et qu'ils dictent tout. On peut avoir des moments de, oula, un petit peu instabilité. Et c'est pas pour autant qu'on va retomber à foison dans tout ça. C'est juste aujourd'hui, vous êtes armés, les personnes qui ont vécu ça, vous êtes armés de vous dire, OK, là, je sens les choses arriver. J'ai tous les outils pour me les faire face. Et voilà, je sais gérer la chose. Vous faites pas de pas en arrière en disant tout ce que j'ai fait, ça servira à rien et c'est en train de revenir et patati et patata. Voilà, des fois on a des émotions, des fois il y a des choses qui sont pas forcément tout à fait réglées, mais aujourd'hui vous êtes peut-être en capacité de faire face aussi. Vous avez plein d'outils, il faut aussi apprendre à se faire confiance. Et les TCA, on peut s'en sortir et vivre complètement sereinement avec tout ça. Bien sûr. Et si sur le moment, on n'est pas capable de dégainer ses ressources pour des questions X ou Y et qu'on se fait dépasser, bon, en fait, c'est pas grave. Non, On peut voilà, c'est d'ailleurs ça. passer par, tu vois, tu parlais de ce cahier, de ce travail d'introspection. On peut passer par son cahier, on peut contacter quelqu'un. C'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça augure qu'on retombe dans des troubles du comportement alimentaire, dans l'alimentation émotionnelle qui nous fait souffrir. Oui, complètement. Et ne pas hésiter à se faire accompagner, ça aussi, tu l'as très bien dit. Et c'est pas une honte, parce que moi, il y a beaucoup de personnes aussi autour de moi qui disaient ah mais non, mais tout va bien, mais c'est une honte, ça veut dire que j'ai pas réussi ou c'est un échec. On arrête de s'autoflageller et de s'en mettre plein la tête. Voilà, des fois, on est plus ou moins armé suivant ce qu'on vit Mhm. et se faire aider par une personne extérieure justement qui peut nous accompagner. Honnêtement, si vous prenez 2 heures de votre temps justement pour régler un petit peu 2, 3 choses, bah voilà, vous gagnerez quand même beaucoup plus de temps plutôt que de vous bagarrer pendant encore 2 mois, etc. pour essayer de faire face à tout ça. Donc, gain de temps et voilà, vous vous sentirez quand même beaucoup mieux. Oui, et c'est courageux. Et Au souvent, contraire, ouais. c'est vrai que c'est ce qu'on dit dans les métiers de la santé. C'est jamais agréable de souffrir d'une maladie, qu'elle soit mentale, émotionnelle, physique. Néanmoins, on peut décider, on peut prendre l'opportunité de voir à quoi ça va nous servir. Et quand on souffre de sa relation avec l'alimentation, en fait, on va parler en thérapie de notre rapport à l'alimentation, mais en fait, on va bien plus loin. Ça, on n'en Ouais. parle pas très longtemps, en réalité. On va plus parler de son fonctionnement, de qui on est, de la façon dont on évolue et de comment est-ce que j'apprends à me connaître et comment est-ce que j'opte pour une vie qui aujourd'hui me correspond. Et en fait, c'est un joli cadeau de se dire que c'est une opportunité d'aller à la connaissance de soi et d'aller vers une vie qui est, dans la mesure du possible, adaptée à qui je suis. Ouais, complètement. Parce que moi, c'est vrai que je symbolise quand même beaucoup l'alimentation, c'est notre carburant, en fait, numéro un. Et donc, c'est vraiment le fond même de la vie, en fait, c'est ce qui nous maintient en vie. Et il y a toujours ce côté un petit peu, justement, s'accrocher à la vie et quel est notre rapport qu'on a dans notre vie à cet instant, qui est énormément à questionner, qui peut aussi faire peur, parce que des fois, c'est pas confortable ce qu'on va trouver derrière cette porte, mais qui est nécessairement essentiel à faire et pour justement être un peu plus en paix avec tout ça. Génial. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans tout ce qu'on a Écoute, dit? Écoute, non, ça m'a paru très complet. Puis comme on est
dans la conversation, sûrement qu'après, je me dirais, et puis il y a ça dont on n'a pas parlé, puis ceci, puis cela, etc. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'étonne, que si j'aimerais juste rajouter sur les émotions. Toutes les émotions peuvent nous amener à manger. Souvent, on va se dire, ah bah, je sais Oui, pas, c'est le stress, c'est des émotions qui sont connotées négatives, alors qu'elles sont pas négatives, encore une fois. C'est agréable ou c'est désagréable. Mais même des émotions agréables peuvent me pousser à complètement. manger. Ça dépend de la connotation que je vais y mettre. Est-ce que c'est une connotation qui est positive? Est-ce que c'est une connotation qui est négative? Est-ce que c'est l'intensité de l'émotion Mm. qui va m'amener à aller me tourner vers la nourriture pour m'anesthésier? Voilà, c'est juste tout le panel d'émotions et toutes les intensités peuvent nous amener à nous diriger vers la nourriture et à ce moment-là, on fait du mieux qu'on peut. Ouais, complètement. Et ça, c'est super intéressant aussi parce que toutes les émotions positives, quand on mange avec une émotion positive, c'est beaucoup mieux vécu en fait que quand c'est une émotion négative. En disant, là, je suis en joie, je suis avec plein de monde, les repas de famille ou les anniversaires, etc., où on mange en général un petit peu plus et voilà, c'est OK en fait à ce moment-là de se dire, oh, ben, en fait, c'était un moment que j'ai partagé, génial, etc. Alors que quand on est triste et qu'on peut potentiellement manger moins, mais que c'était pas forcément le bon moment, on culpabilise beaucoup plus. Alors que finalement, les deux émotions sont Tout est OK. louable et on peut avoir Ouais, aussi des émotions qui sont très agréables, on ressent une joie intense, une excitation, parce que ça vous est arrivé d'être un peu survolté par ce qui est en train de se passer, on est vraiment dans une joie qui touche son paroxysme, qui est super intense, donc on est dans quelque chose qu'on aurait tendance à qualifier de positif, et pour autant, cette intensité, elle est pour moi difficile à appréhender, et du coup, une émotion agréable peut m'amener à avoir une stratégie de compensation avec l'alimentation, mm, puisqu'en fait, c'est difficile pour moi d'appréhender tout ça. Et mm, elle va avoir cette émotion agréable va avoir une connotation négative parce que je ne sais pas aujourd'hui l'accueillir, mm, l'accepter, l'appréhender. mm. Ouais, Donc voilà, vraiment, je veux dire, toutes les émotions, toutes les intensités peuvent nous amener à avoir une stratégie d'adaptation avec la nourriture et c'est OK. ouais, génial. Parfait. Eh ben écoute, très beau mot de fin. Et pour clôturer ce podcast, je pose les trois questions de la fin que je pose à tout le monde. Quel est le dernier livre que tu as lu et qui t'a le plus marqué? Alors moi, je lis beaucoup, beaucoup de romans. J'en lis un ou deux par semaine, donc ça va être Ah difficile de ouais, génial. répondre. Ouais, là j'en ai un sur ma table de nuit. Alors je lis jamais les titres. C'est un roman. C'est une écrivaine américaine qui a écrit un livre qui a été très lu en France il y a 2 ans, qui s'appelait Betty. Je me souviens plus comment s'appelle le livre que je suis en train de lire, donc je vais avoir beaucoup de mal à te répondre, mais je suis une grande fanat de lecture. Ok. C'est difficile pour moi de te citer un livre, puisque chaque livre a une atmosphère, une Mm, aventure particulière et nous fait vivre des choses différentes. complètement. Remarque, il y a un livre qui m'a marqué, que j'ai lu il y a 2 semaines, un livre de Lola Lafont, c'est une écrivaine française que j'aime beaucoup, qui évoque le travail d'écrivain d'Anne Frank. Voilà, qui Ok. m'a beaucoup marqué et beaucoup fait réfléchir à titre personnel. Et ce que je recommanderais, c'est de pas forcément être que dirigé vers des livres de développement personnel, de psycho, d'émotion, etc. Au bout d'un moment, on peut vite saturer. Ouais, Et complètement. c'est trop d'informations et on en oublie le plaisir, le bien-être, l'aventure. Et lire des romans, ça peut permettre de beaucoup développer justement ces stratégies Mm, d'appréhension émotionnelle, parce que quand on lit des romans, on va être amené, comme quand on regarde des films, à ressentir certaines émotions, à décoder ce qui se passe avec les personnages, etc. Et les romans peuvent être extrêmement aidants pour développer notre intelligence émotionnelle. complètement. Et c'est vrai que moi, j'adore lire et ces dernières années, justement, avec ma formation, où j'étais tout le temps dans justement tout ce qui a trait à la naturopathie, à toujours en apprendre plus. Et j'avais oublié comme les romans, ça pouvait faire juste du bien en fait. Mhm. On n'est pas obligé d'apprendre tout le temps, mais juste voilà, voyager. C'est comme quand on regarde un film. Les romans, c'est génial parce que c'est toi qui te fais ton propre film et t'imagines les personnages. Donc moi, j'adore lire. Mais ouais, c'est vrai que des fois, poser juste son cerveau et ne rien apprendre, ça fait Ouais. aussi beaucoup de bien. Ça fait du bien. Et quand on a un livre entre les mains, on n'a pas notre smartphone entre les mains et on sait à quel point les smartphones peuvent nous parasiter et peuvent être un point noir dans Complètement. l'alimentation émotionnelle. Ouais, complètement. Trop d'informations. Donc là, vous êtes juste focus sur votre histoire et c'est très bien comme Mm. ça.
Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire au quotidien, justement par sa pratique, que ce soit voilà, un thérapeute ou une personne dans ton entourage? Alors, je suis nulle pour répondre à cette question. D'ailleurs, tu vois, je réponds pas vraiment. J'ai pas répondu à la question d'avant. Et celle-ci, je vais pas savoir quoi répondre. Mm. En fait, si tu veux, il y a plein de. J'ai toujours un peu du mal à avoir une égérie. Alors, il y a plein de personnes qui m'inspirent de par leur pratique, de par qui elles sont. Mais c'est plus un melting pot des gens qui m'entourent. Et Ouais. je crois que chez chaque personne, il y a quelque chose qui m'inspire, que je vais trouver vraiment chouette et qui va me donner une ligne directrice, qui va me donner envie de m'en inspirer Ouais. pour être la meilleure version de moi-même en toute humilité. Mais j'aurais pas de, tu vois, j'ai pas de figure. Il y a Mm. personne que j'admire ou une personnalité. C'est plein de personnes que je trouve chouettes, mais j'ai tendance à mettre toutes les personnes, tous les humains sur le même, tu vois, au même niveau, sur le même piédestal. Donc, c'est pour moi impossible de répondre à cette question. C'est une colle. Et, et spoiler alerte, j'ai pas forcément de personnes qui m'inspirent en particulier, mais c'est vrai, comme tu le dis, il y a juste des personnes qui, à un moment donné, en fait, suivant tes objectifs et suivant ce que tu vis, en fait, personnes, voilà, qui t'inspirent un petit peu plus, mais c'est vrai que je ne serais pas capable moi-même de citer qu'une Ouais. seule personne. Et moi, je Donc, suis même question pas piège. capable d'en citer une, tu vois. Et la dernière, c'est est-ce que tu aurais justement un petit peu un leitmotiv ou un mantra que tu te répètes tous les jours pour te dire, voilà, pour bien commencer la journée Alors, c'est pas pour bien commencer la journée, mais je me dis tout le temps que je fais du mieux que je peux, ce qui énerve énormément mon compagnon, parce qu'il me dit régulièrement, bah oui, je sais que tu fais du mieux que tu peux, mais tu pourrais mieux faire. Mais vraiment, je me dis tout le temps, je fais du mieux que je peux. Et c'est Ouais, vraiment quelque chose qui m'apaise tout le temps. C'est, bah, en fait, c'est très voilà, bon oui, ça. je pourrais faire mieux. Clairement, on peut toujours faire mieux, mais Ouais, à quel prix? En fait, là, j'ai fait du mieux que j'ai pu. complètement. Ouais, et ça déculpabilise de beaucoup de choses. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je dis vraiment souvent, parce que j'ai Ouais, un génial. miroir, du coup, qui me le répète. Ah, génial. Trop bien. Super. Eh ben, écoute, nous avons terminé ce podcast. Merci beaucoup, beaucoup pour toutes les informations que tu nous as partagées. S'il y a des personnes qui veulent te retrouver, je redirige principalement sur ton Instagram, ton site internet. Exactement, qui est mon nom et mon prénom. C'est pas difficile à trouver. Parfait. Eh ben, je mettrai toutes les infos. Mm. Encore une fois, merci. Et puis, je te souhaite une très bonne journée. Et merci beaucoup Margot pour ce temps et pour cette conversation. Et puis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Oui, merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix. Et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors merci du fond du cœur. Tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée.